Alors normalement, l'union fait la force, vous connaissez cet adage, mais est-ce que c'est toujours vrai en Europe? Parce qu'on voit bien les États-Unis, la Russie, la Chine, qui sont des concurrents directs et qui, eux, ne s'encombrent pas forcément de principes quand il s'agit d'enjeux économiques et de défendre leurs intérêts. Nous sommes le premier marché du monde. Nous serons puissants lorsque nous voudrons l'être. Cessons d'avoir peur de notre ombre. Les relations dans le monde sont devenues beaucoup plus brutales qu'auparavant. On passe notre temps à donner des leçons de démocratie à la terre entière. L'Union européenne ne se permet que de salir et d'attaquer arbitrairement les autres. En Europe, c'est quand on joue groupé qu'on est fort. Alors on poursuit cette soirée en direct de Bruxelles sur France 2. Bruxelles, ton univers impitoyable. Pas si impitoyable que ça parce que Charles Michel nous a rejoint. Merci d'être une nouvelle fois sur ce plateau. On ne va pas parler que de vous maintenant. On va parler du monde tel qu'il va ou qu'il ne va pas et la place de l'Europe dans le monde. Et bonsoir Aurore Lalucq. Bonsoir. Vous êtes députée européenne, socialiste et vous êtes économiste. Exactement. Alors, place publique. Place publique, effectivement. Il y a 70 ans était créée la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Là, 70 ans aujourd'hui, on est quand même dans une année anniversaire. Mais le monde, il a bien changé. Aujourd'hui, on a vu que les concurrents, c'est la Russie, la Chine, les États-Unis, qui changent aussi, peut-être de façon plus rapide que nous. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de se mettre d'accord à 27. Est-ce que ça n'est pas un handicap, cette unanimité obligée? On a bien vu tout à l'heure au cours de l'émission, que ce soit sur le plan de relance, les vaccins ou les valeurs, on n'arrive pas à se mettre d'accord à 27 et tout est bloqué. C'est vraiment un handicap. Mais ça. Oui, et de toute façon, le documentaire le prouve parfaitement. On voit qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de négocier un accord, comme si chaque accord, c'était quasiment l'accord de Paris. Et on voit que par contre... Sur le climat. Mais même surtout, on le voit sur la question des vaccins, sur le plan de relance. C'est une espèce de négociation permanente. Et c'est pas tant la question de l'unanimité que la question de l'intergouvernemental, d'ailleurs. Et c'est ça que montre parfaitement ce documentaire. Et on voit en revanche qu'il y a une institution qui a du pouvoir fédéral, c'est la Banque Centrale Européenne. Et c'est une phrase dans le documentaire, c'est Christine Lagarde qui dit « Moi, j'ai décidé qu'on n'attaquerait pas l'euro. Et je mets des milliards sur la table. Et on n'attaquera pas l'euro. » Et ça se prend comme ça, cette décision, assez vite, et c'est effectif. Et il faudrait faire ça pour tout. Et il faudrait faire ça pour tout. Mais alors, Charles Michel, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça pour tout? Il suffit de convaincre 27 États membres de renoncer totalement à leur souveraineté et de créer un seul État. Ce n'est pas la réalité, malheureusement. Et est-ce que c'est possible, surtout? Non, je ne crois pas que c'est réaliste, et certainement pas à court ou à moyen terme. Mais je voudrais faire 2 points sur ce sujet vraiment important. D'abord, moi je reconnais, je suis bien placé pour vous en parler, que la question de l'unité européenne, ça n'est pas simple. Ça ne tombe pas du ciel, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Et donc parfois, ça prend du temps dans un monde qui bouge vite, dans un monde qui bouge fort. Et ça peut donner lieu à un sentiment de déception, de frustration sur le projet européen. Mais je voudrais mettre en garde parce que cette tentation de renoncer au principe de l'unanimité, c'est aussi un danger à mon avis. Parce que mon expérience me dit, c'est que l'Europe, elle est forte quand elle est rassemblée, quand elle est unie. Chaque fois que l'on est divisé, on pèse beaucoup moins lourd, on a beaucoup moins d'impact. Je peux donner un exemple qui va sans doute nous rassembler. Cette question du climat, c'est l'Union européenne, au moment où partout ailleurs dans le monde il y avait des doutes et parfois des résistances, qui a gardé ce sujet tout en haut de l'agenda. Et quel est le moment clé? C'est le moment où on réussit, il y a un peu plus d'1 an, c'est ce que le documentaire montre, à rassembler les 27 États européens sur cet objectif de la neutralité climat en 2050. Et on constate, quelques mois après cette unanimité européenne, on fait bouger les lignes. La Chine bouge, le Brésil, l'Afrique du Sud commencent à bouger. Et sauf, plus récemment, sauf que les États-Unis, ils commencent peut-être à bouger plus vite que nous maintenant, non? Oui, mais alors déjà, la question de l'unanimité, je suis désolée, elle est très problématique dans un domaine qui s'appelle la fiscalité. Ça, c'est un premier point. Et ça nous bloque, ça nous bloque, ça nous bloque. Ensuite, il ne s'agit pas de créer un État. C'est-à-dire que ce ne soit pas une fiscalité dans tous les pays de la même façon. Mais on a besoin d'une fiscalité à un moment au niveau européen si on veut faire de l'économie et de la politique, sérieusement. C'est un premier point. Ensuite, il ne s'agit pas de créer un État. Il s'agit de faire un saut fédéral qui nous permette d'avoir les moyens. Si vous voulez, à un moment dans le documentaire, on voit Clément Beaune qui dit l'Europe, c'est un géant d'1,90 m qui est recroquevillé comme ça au fond de la cour de récré et qui a peur. Mais il a peur parce qu'il est nu, ce géant. Il est nu. On n'a pas de budget. On n'a pas un budget assez conséquent. On n'a pas assez de fiscalité. On n'a pas d'Europe de la défense. Et en fait, on ne pourra pas être crédible au niveau international tant qu'on n'aura pas ça. J'en reviens sur la question écologique. Dire qu'on a été incroyable, non. En fait, on est content au niveau européen, pas quand on fait ce qu'on doit faire, mais quand on fait ce qu'on
peut faire. Et on est content quand on a un accord. Dire que cet accord va nous permettre d'avoir un changement systémique au niveau européen, non, c'est pas vrai. Dire que cet accord a permis de faire bouger les lignes en Chine, non, je crois que c'est un peu présomptueux. Je pense que le dérèglement climatique, la Chine en a parfaitement conscience. Sur l'écologie, mais avant, on voulait vous poser une question sur les frontières, enfin sur les tarifs aux frontières, parce qu'on le voit aux États-Unis, en Russie, en Chine, on n'hésite pas à protéger les intérêts et notamment les industries locales en mettant des frontières douanières, mais l'Europe s'y refuse de façon presque idéologique et le paye avec une désindustrialisation et une colère des peuples qui a même mené en partie au Brexit pour ce qui est du Royaume-Uni. Est-ce que vous l'entendez et qu'est-ce que vous comptez faire contre ça ? Je voudrais tenter à la fois de répondre à la question et de dire aussi un mot parce que ça se rejoint. Alors d'abord la question. Non mais ça se rejoint, je vous rassure, le message se rejoint. Moi je ne suis pas aussi pessimiste, je vois bien les difficultés, je vois bien les faiblesses, mais je vois aussi les forces et je vois aussi les projets qui sont réalisés. Et personne ne peut contester qu'il y a quelques mois, avec cette crise du Covid, les décisions que l'on a prises, investir ensemble, mobiliser 1800 milliards d'euros, du jamais vu. Vous êtes économiste, vous pouvez observer que c'est la première fois que l'Union européenne se dote d'une capacité d'investissement. Sauf que... Et je réagis sur la question de la protection de l'Europe par rapport à d'autres grandes régions du monde. Cette décision comporte un volet très important. C'est la décision de mobiliser des ressources propres. Par exemple, cette volonté de mettre en place des mesures carbone aux frontières, parce que ça, c'est un levier indispensable pour créer plus d'équité. Mais est-ce que c'est même pas un préalable à faire ? Parce qu'on voit dans le documentaire cet accord sur la neutralité carbone en 2050, mais les contraintes que ça va donner pour nos producteurs européens, pour nos agriculteurs européens, ils vont le payer en concurrence déloyale. S'il n'y a pas de taxe carbone pour taxer les produits qui sont faits en Chine ou aux États-Unis, où il n'y a pas les mêmes exigences, eh bien finalement, on dépouille notre industrie. Mais il est certain qu'on ne prend pas des décisions en Europe en claquant dans les doigts. Et il aurait peut-être fallu le faire avant. Ça se passe pas comme ça dans les démocraties. Ça se passe pas comme ça dans les démocraties. Vous décrivez quelque chose de précis. Il ne fallait pas que ça aille avec, excusez-moi. Et je réponds de manière précise. C'est ce que nous avons décidé quand on prend la décision de mettre en place des mesures carbone aux frontières, en même temps que l'on décide cette forte ambition, la neutralité climat en 2050, le renforcement de nos objectifs en 2030, et on mène une diplomatie climatique extrêmement active. Joe Biden et les États-Unis nous rejoignent. C'est une bonne chose. Non, la question, cher Michel, c'était est-ce qu'il ne faut pas renforcer nos frontières face à la Chine, aux États-Unis et à la Russie? Mais la réponse est oui, et c'est ce que nous faisons. Je donne un autre exemple. L'accord des investissements sur la Chine qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fera encore couler beaucoup d'encre, c'est pour la première fois un pas en avant substantiel pour tenter de rééquilibrer des relations lorsqu'elles ne sont pas justes. Et cet accord sera débattu largement au Parlement européen. C'est une démonstration de notre volonté de faire changer les relations internationales pour amener plus d'équité. Enfin, on est d'accord que pour l'instant, il est bloqué, on n'est pas tous d'accord. Non, mais ça prend du temps. On ne peut pas dire en même temps, comme c'était le cas dans la séquence précédente, on veut de la démocratie, on veut de l'état de droit, mais on voudrait en Europe qu'il y ait une forme d'autoritarisme. Eh bien oui, en Europe, pour décider, il faut négocier, être autour de la table et avancer ensemble. Est-ce que, on l'a vu dans le documentaire Hors-la-Luc. Est-ce qu'il faut réaffirmer nos frontières européennes? Mais déjà... Est-ce qu'il faut se protéger? Utilisons le mot, parce que des fois, il fait grincer des dents. Est-ce qu'il faut se protéger? Déjà, juste sur la question des accords commerciaux, commençons par négocier correctement nos accords commerciaux. Le grand récit de l'Europe, c'est de dire on a des valeurs sociales, écologiques, démocratiques, les droits humains, et c'est ça qu'on va porter comme valeur quand on va faire des accords commerciaux. Sauf que quand on regarde la réalité, c'est quoi? C'est que là, il a fallu quand même qu'il se passe des choses relativement graves pour qu'on dise ok, on suspend l'accord, on suspend les négociations avec la Chine sur l'accord Europe-Chine. Il faut à chaque fois, on se présente comme une force extrêmement importante et on arrache, soyons clairs, rien. Mais c'est quoi, c'est de la naïveté? Rien sur le social, rien sur l'écologie, rien sur les droits humains. À chaque fois, on a des déclarations non contraignantes, c'est-à-dire sans sanction. Mais c'est de la naïveté ou quoi? Comment vous... Moi, je le vois comme un problème de crédibilité, c'est-à-dire qu'on manque d'ambition et on manque de vision. On manque de vision. L'Europe, en ce moment, moi, c'est ce qui me marque. Et je suis pro-européenne et fédéraliste, comme vous le voyez. On n'a pas de vision. Il nous faut une vision forte. On a peur de notre ombre. Et on est marqués comme des bons élèves par une espèce d'idéologie néolibérale. Et on a été
les seuls poires à y croire à cette idéologie fédéralisme, fondamentale. Il faut sortir de ça. Mais le fédéralisme, sortir de ça, bien sûr. Aurore Lalucq, le fédéralisme, les peuples n'en veulent pas. Pour l'instant, on ne peut pas le faire malgré les peuples, néanmoins. Alors, les peuples, moi, je ne les ai pas consultés, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous voyez, quand on repense, par exemple, à la Banque Centrale Européenne, au moment où Mario Draghi a décidé de sauver l'euro quoi qu'il en coûte, il a mené des politiques nouvelles. Certains criaient au scandale. C'est les politiques qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce que Christine Lagarde a fait. Tout le monde applaudit. En fait, à partir du moment où c'est efficace, où les gens se sentent protégés, ça change quand même. Et ce qui est reproché à l'Europe, finalement, c'est de ne pas faire assez. Regardez sur la question de la santé, par exemple. On ne pouvait rien faire parce qu'on n'avait pas les compétences. En fait, c'était ça le sujet. Et en fait, l'Europe, elle est critiquée quand elle n'est pas à la hauteur. Donc je pense qu'on doit avoir un discours là-dessus de vérité, de dire si on n'a pas de saut fédéral, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à tenir notre promesse. Charles Michel, est-ce que l'Europe est toujours à la hauteur, réellement? Mais moi, je ne peux pas rejoindre ce qui a été dit, parce qu'on ne peut pas dire j'aime l'Europe et puis considérer que tout va mal en Europe, alors qu'on est la région du monde qui est la plus prospère, où les droits et les libertés sont les plus fortes. Moi, je pense qu'on a besoin de lucidité. Et moi, j'essaie effectivement d'être lucide et de voir effectivement les points pour lesquels on a bien progressé. Il y en a beaucoup ces derniers temps. Il y a une vision. Il y a clairement une vision. Sur le plan économique, par exemple, nous faisons face à une modification fondamentale du paradigme, avec effectivement le changement climatique, avec l'agenda digital qui modifie totalement les relations au travail, et la cohésion sociale va être un enjeu central. On se réunit demain à Porto pour voir comment on peut accompagner sur le plan social, prendre toujours des pas mesures. De SMIC européen, entre parenthèses. Comment dites-vous? Toujours pas de SMIC européen. C'est un sujet qui est maintenant clairement sur la table. Le salaire minimum européen est maintenant mis en débat pour la première fois. Mais lequel, le français, très nombreuses années. Ah, ça, c'est faire en sorte qu'on puisse progressivement uniformiser les salaires minimums pour aussi davantage avoir de convergence sur le plan social, avoir davantage de convergence sur les protections sociales. Moi, je rejoins cette ambition d'une Europe plus forte. Mais dire l'Europe n'a pas de vision, l'Europe est fragile, ça ne correspond pas à la réalité. Vous êtes très engagé. Je vous félicite pour ça, par exemple, sur la fiscalité digitale, sur le plan international. Mais c'est-à-dire, attendez, pour être clair, la taxe digitale. Pour imposer les GAFA. Les grandes compagnies d'Internet. Facebook, exactement. Amazon, etc. Mais qui a mis ce débat sur la table? Ce sont les Européens depuis de nombreuses années, vous et d'autres, et les chefs d'État et de gouvernement. Par la décision unanime qui a été prise en juillet l'année passée, on dit que c'est un débat que nous voulons mettre au cœur de notre capacité de financer les investissements. Et puis après, on va avancer parce que Joe Biden, il y a quelques semaines, annonce effectivement qu'il veut ouvrir aussi ce débat sur Joe Biden était à la remorque de l'Europe. Sur ce sujet-là, clairement. Sur le climat, c'est la même chose. Ce sont les Européens qui ont fixé les ambitions, ce sont les Européens qui vont le plus loin sur le carbon price. Vous voyez, le prix du carbone, par exemple. Les Européens peuvent être pionniers. Évidemment. Mais ils l'ont été. Et en fait, on se repose sur nos lauriers. En fait, on est fiers de quoi quand on s'entend là tous parler? D'avoir été à l'avant-garde, d'avoir un État-providence au moment où c'était pas à la mode. D'avoir été à l'avant-garde des droits humains au moment où c'était pas à la mode. Sauf que là, on est à l'avant-garde de quoi? Sur le climat, sur la question digitale, sur l'équilibre entre les valeurs de vie privée et l'utilisation des données, par exemple. On n'est pas un leader industriel, par exemple, sur les questions environnementales. Les panneaux solaires sont produits en Chine. On ne propose pas un nouveau paradigme. On reste dans une espèce de mythe de la croissance verte. On met vert à côté du mot croissance et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sur la question de la fiscalité, et c'est pas du tout contre vous, c'est contre les États membres, pour le coup, on voit bien qu'il y a des avancées, mais à chaque fois qu'il y a des avancées, on se fait torpiller par les États. Clément Beaune était là. La France en premier sur la question de la transparence fiscale qu'on essaye de négocier, par exemple, en ce moment. Donc on voit bien qu'à un moment, si on va avoir de l'agilité, je le répète, sans saut fédéral, sans moyens, on n'y arrivera pas. Alors, il y a peut-être des raisons d'espérer. Parce qu'on parle de la crise sanitaire depuis longtemps, on en a encore parlé ce soir, mais il y a un miracle presque qui est survenu, c'est le plan de relance. Le plan de relance européen. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un an, personne n'aurait pu imaginer que l'Union européenne acte un plan aussi spectaculaire. Vous l'avez dit, 750 milliards d'euros et surtout des tabous qui ont sauté, la mutualisation de la dette notamment, qui jusqu'à maintenant était complètement impossible. Alors,
on sait que là, pour l'instant, il est un petit peu bloqué, hein, mais il va peut-être finir par arriver. Il faut qu'il soit ratifié par tous les... Mais c'est un processus démocratique, madame. C'est un processus démocratique. La question de démocratie, c'est la question d'efficacité, là, en l'occurrence. Mais sur le principe, en tout cas, d'abord, est-ce que c'est une bonne chose? Et aussi, est-ce que ça acte un vrai changement ou c'était purement conjoncturel, Charles Michel? Non, moi, je crois que c'est un changement de paradigme fondamental parce que, en fait, on a décidé... Vous l'avez dit aux Néerlandais on avait bien entendu, et je le dis ici, et peut-être tout utile si tu l'ont dit ici. Non, c'est un changement. Pourquoi? Parce qu'on décide d'investir ensemble des moyens financiers colossaux sans précédent, avec deux priorités absolues, l'agenda digital et le changement climatique. Plus de 30% des moyens vont être mobilisés pour accompagner cette transition digitale, pour stimuler l'innovation, pour prendre en compte la question digitale. Et je crois que là, il y a un élément fondamental. Pendant de très nombreuses années, les pays dits développés, c'est le cas en Europe, on a bâti notre prospérité, notre bien-être, en exploitant de manière abusive les ressources naturelles, notamment les ressources fossiles. Le charbon et l'acier, vous le mentionniez il y a quelques instants. Et maintenant, on voit bien que les données digitales vont probablement être les ressources à partir duquel on va bâtir la prospérité. Et on doit faire attention à ne pas abuser de ces données comme on a abusé des ressources naturelles dans le passé. Et c'est pour ça que les valeurs européennes, j'y reviens, le respect de la vie personnelle, les libertés, la vie privée et la capacité en même temps de déployer l'intelligence artificielle, c'est encore une fois, je le crois, l'Union européenne qui sera à l'avant-garde sur ces thèmes-là. Alors, je vais reprendre, moi, la question d'Anne. Je vais vous copier, Anne, pour poser la même question à Aurore Lalucq. Est-ce que ce plan de relance, c'est un vrai bond en avant ou est-ce que ça n'est que conjoncturel? Il y en aura un, il n'y en aura pas forcément deux, il n'y en aura pas forcément trois. Alors, le problème de ce plan de relance, c'est qu'il n'arrive pas. C'est toujours bloqué, en effet. Voilà, donc je vois des tribunes. Je le regrette, hein, sincèrement. Il n'arrive pas. Le deuxième point, c'est qu'on a des économistes qui appellent déjà un deuxième plan de relance, alors que celui-ci n'est toujours pas arrivé. Il n'est pas assez massif. Il n'est pas assez direct, encore une fois, parce qu'on n'a pas les outils pour faire du direct. Et puis surtout, moi, j'ai un sujet, c'est qu'il n'est pas social pour un sou. Et je serais même tentée de dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations qui ont été faites par la Commission européenne dans ce qu'on appelle, dans le jargon européen, le semestre européen, qui sont très rarement généreuses d'un point de vue social, qui demandent réforme des retraites, réforme du marché du travail, etc., etc. C'est généralement beaucoup de discours, peu d'actes si le pays ne respecte pas. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces mesures-là sont ancrées dans le plan de relance européen et quand les pays doivent présenter leur copie à la Commission, il faut que ça respecte les recommandations du semestre européen 2019. Et donc les fameuses réformes, retraite, assurance chômage, etc. Donc, moi, je suis désolée, en tant qu'économiste, et même pas en tant que femme politique, en tant qu'économiste, un plan de relance, ça ne doit pas faire du mal socialement. Hein. C'est fait pour faire du bien socialement. Quand on fait un plan de relance, c'est qu'on a un sujet économique et un sujet social. Là, vous touchez du doigt autre chose, en effet. Est-ce que l'Europe, elle ne serait pas un peu éloignée des Européens, des citoyens européens? Ça fait un peu, on le disait, hein, grosse machine, on fait des grands plans, etc. Mais on l'a vu sur les vaccins. On a fait des commandes, mais on ne savait plus comment vacciner les gens. On veut faire, par exemple, de la relance économique, mais on ne sait pas comment l'accompagner socialement. Est-ce que, du coup, les Européens ne sont pas fondé à dire l'Europe, elle ne s'occupe pas de nous? Alors certainement, je crois qu'il y a un enjeu parce que je pense effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, pour les générations d'Européens, il y avait un choix naturel, la paix, la prospérité, après avoir connu la guerre. Et on voit bien que l'on doit faire adhérer, faire fédérer en fait tous les citoyens européens autour d'un projet commun. Et moi je pense effectivement que ce projet de prospérité qui regarde plus loin que le produit intérieur brut, qui veut regarder effectivement les reculs de discrimination, l'accès à l'éducation, l'amélioration de l'environnement, c'est le sujet qui est sur la table avec les partenaires sociaux européens. Et le plan de relance, encore un mot, pour la première fois ces plans de relance vont intégrer cette dimension de concertation sociale, parce que la Commission recommande aux États membres... Concertation sociale pour faire la réforme des retraites et de l'assurance chômage, vous dites Aurore Lalucq. Pas seulement pour là, je vois Aurore Lalucq qui boue, là. Pas seulement pour ça. Et vous savez, quand on encourage des réformes pour garantir que des retraites soient payées, pour que des systèmes ne soient pas en faillite, c'est un acte effectivement social, c'est un acte qui est nécessaire. Alors, c'est normal, il y a de la différence idéologique, il y a des partis de gauche, des partis de droite, il y a différentes opinions sur la manière de stimuler du développement économique. Probablement, on n'est pas exactement sur la même ligne sur ce sujet-là, mais on se rejoindra peut-être sur cette conviction que l'Europe, elle bouge. Non, mais quand on regarde les résultats dans les urnes sur les consultations autour de l'Union européenne ou de l'Europe de manière générale, avant, il n'y avait pas de différence de vote entre, en gros, les pauvres et les riches. Et au fur et à mesure
mesure des 30 dernières années, les classes populaires et on va dire les classes moyennes ont commencé à voter contre l'Europe. C'est ce qui s'est passé pendant le Brexit, alors que les classes les plus aisées étaient en effet dans un modèle de défense. Et ça n'est pas dû, c'est dû à des choses stratégiques, c'est vraiment sur l'investissement, sur le fait que nous avons laissé des fleurons se faire acheter à l'étranger, c'est que nous ne sommes pas assez offensif, il n'y a pas que les valeurs et la prospérité. Alors, je vous laisse répondre, on va conclure avec ça. D'abord, les dernières élections européennes ont montré, contre toute attente, que les partis pro-européens ont bien progressé. Partout en Europe, c'est un fait. Donc oui, mais regardez l'électorat populaire, parce que c'est important. C'est un premier fait. Et puis, deuxième élément, il est certain que si on passe son temps à se tirer des balles dans le pied, à considérer que tout ce qui est fait en Europe est désastreux, mais on peut être critique parce qu'on aime l'Europe, justement. Moi, je plaide vraiment pour un regard qui soit lucide, engagé. Voyons ce qui va bien, amplifions ce qui va bien et corrigeons ce qui peut être amélioré. Aurore Lalucq. Et l'amélioration, c'est de pouvoir avoir les outils de nos ambitions et d'avoir des ambitions et ne pas se satisfaire d'avoir en permanence un accord. Ça ne peut pas être un projet européen, d'être heureux parce qu'on arrive à un accord quel qu'il soit. Et maintenant, à savoir, l'Europe souhaite-t-elle faire l'histoire ou souhaite-t-elle aujourd'hui en être à la remorque? Si elle souhaite faire l'histoire, qu'elle s'en donne les moyens. Ce sera le mot de la fin. Merci, Aurore Lalucq. Merci, cher Michel. C'est avec vous qu'on termine cette soirée spéciale en direct sur France 2, consacrée à l'Europe. Toute la semaine, vous savez qu'il y a des programmes partout sur France 3, France 2, tout groupe France Télévisions, nous les Européens. Notre ambition ce soir était de mettre à plat quelques-uns des débats qui sont aujourd'hui au cœur de l'Europe, vous les avez bien vus, qui conditionnent notre avenir aussi. Merci à nos invités d'avoir été ici ce soir, d'être venus échanger, d'avoir apporté leur point de vue, d'avoir débattu. Merci Anne d'avoir été à mes côtés aussi. Merci Francis. Et puis restez avec nous parce que la soirée Nous les Européens se poursuit. Je vous emmène maintenant en Finlande, le pays dont les habitants se disent les plus heureux. Vous allez savoir pourquoi. Et puis après aux Pays-Bas, c'est le pays qui se veut le plus novateur. Bonne fin de soirée.